Juste pour vous rappeler mon parcours, donc moi, originellement, comme mon accent le dit, je suis originaire de France. Je suis arrivé au Canada en 2009, juste après la grande crise économique qui fait que ça nous a un peu bousculé beaucoup de gens de ma génération dans nos projets et on avait envie de nouveaux horizons, puis de voir de nouvelles choses. J'ai d'abord vécu un an à Vancouver. Et par la suite, j'ai déménagé à Toronto, puis Montréal. Et depuis 2011, je suis établi à Ottawa, donc la capitale. Ottawa, qui est une ville tranquille, qui était une ville tranquille jusqu'à il y a 3 semaines, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu dans les médias. Mais qui est une ville aussi intéressante quand même, et à la base un peu à cheval sur les deux mondes, la culture francophone et la culture anglophone. C'est ce qui fait aussi sa spécificité. J'ai commencé à travailler dans un journal hebdomadaire, ce qu'on appelle des fois communément les petits hebdos. Ça, c'était mon premier contrat au Canada en tant que journaliste. C'était en 2011. À partir de 2012, septembre 2012, j'ai travaillé à l'Express d'Ottawa, qui avait un mandat semblable, c'est-à-dire être le porte-voix de la communauté francophone d'Ottawa. On sait qu'à Ottawa, il y a 125 000 francophones. Donc, j'ai travaillé dans ce journal 2 ans et demi quasiment. Et c'est en 2015 que j'ai eu une offre de TFO qui clairement, les dirigeants m'ont dit, et on est en train d'essayer d'avoir une émission, une sorte de blog politique qui s'appelle ONFR+, puis on a pour l'instant quelqu'un, et on aimerait une deuxième personne pour nous aider à titre de reporter. Donc, on m'a dit que c'était un contrat de 3 mois. Est-ce que ça t'intéresse, sachant qu'il y a quand même une précarité? On ne sait pas si en septembre 2015, ça va être renouvelé. On essaye. J'avoue qu'il y avait un défi, mais j'ai quand même décidé de me lancer. Donc ça, c'était intéressant. Ça, c'était en septembre 2015. Par la suite, donc le média a commencé à se développer. On est passé de 2 à 3, voire à 4 journalistes, et plus 5 journalistes, 6, même 6 journalistes juste avant les élections ontariennes de 2018. Et en 2019, ça a été un grand moment aussi pour ONFR parce qu'on a fusionné avec une production qui s'appelait 24/7, une production de TFO qui était jusqu'à là réservée plus au domaine du magazine avec des longs reportages qui paraissaient 2 fois par semaine. Donc, cette fusion a permis vraiment à ONFR de passer de 6 employés à 12 ou 13 employés. On a aussi récupéré des recherchistes. Aujourd'hui, en 2022, au moment où je vous parle, ONFR+, même, c'est le nouveau nom depuis 2019, c'est 15 personnes à temps plein. Quand on dit 15 personnes, ça comprend moi, qui est donc producteur. J'ai été journaliste, mais je suis passé producteur donc en 2021. Ça comprend 5 journalistes avec un chef des journalistes qu'on appelle premier rédacteur. Il y a aussi 4 réalisateurs. Il y a 2 recherchistes. Les recherchistes, ce sont les personnes qui sont censées dénicher, on va dire, des bons intervenants pour les entrevues, qui sont censés des fois faire des pré-entrevues. Ça nous est très utile, notamment lorsque, que ce soit les journalistes ou les réalisateurs, on a du mal un peu à avoir certaines personnes. Je vous donne un exemple, peut-être un francophone boulanger dans la région de Mississauga. Donc, les recherchistes font vraiment ce travail de fond, un travail de l'ombre pour avoir ces personnes. On a aussi 2 coordonnateurs qui, eux, sont chargés pour les réalisateurs de faire que tout se passe bien au niveau des tournages. Et on a enfin à temps plein une gestionnaire de communauté, donc elle qui est chargée un peu de faire le lien avec le groupe des gestionnaires de communauté de TFO pour mettre en ligne Facebook et pour mettre en ligne des choses sur Instagram. On a envie que cette cible des 18-25 ans nous suit sur Instagram. Alors, on essaie d'avoir des contenus innovants. Puis je suis conscient, là je ne vous vois pas tous, mais sans doute certains se disent des articles sur la loi sur les langues officielles, ça ne nous intéresse pas, on a autre chose à faire. Justement, on essaye vraiment tout le temps, même si le thème est important et ne semble pas intéressant, de le rendre créatif visuellement, de le rendre qui vous interpelle. C'est ça qu'on essaie de faire sur Instagram avec une facture visuelle, avec des fois des mots, des
des émoticônes qui vont attraper, qui vont intéresser vraiment le lecteur. C'est notre but. C'est vraiment pas être un média qui est un peu ancré dans la décennie 2000, qui soit seulement sur papier. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc ça a été mon parcours en fait de 2009 à 2022, donc un parcours qui m'a mené un peu de nouvel arrivant à Vancouver avec peu de sous en poche, seulement des diplômes et puis une connaissance très réduite du Canada, de l'anglais certes, mais encore plus de tout ce qui était la politique canadienne, des différences entre le fédéralisme, le multiculturalisme, qu'est-ce qu'était un gouvernement provincial fédéral. Donc c'était un départ à zéro, il a fallu tout réapprendre, mais finalement j'ai essayé de franchir les étapes comme je pouvais. Et maintenant, bon, ça fait 13 ans, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la connaissance du système canadien et beaucoup plus à l'aise et disons même armé aujourd'hui pour avoir une équipe de journalistes, de réalisateurs et de recherchistes. Donc ça, c'est vraiment ça, c'était pour ce qui est mon parcours. Au passage, j'ai aussi écrit mon premier roman qui a été publié aux éditions Prise de Parole en 2016. Qui s'appelle Entre parenthèses. Il avait été finaliste du prix du livre d'Ottawa l'année suivante. Tout ça pour vous dire que j'ai un attachement très fort à l'écriture, que ce soit dans le domaine journalistique, que ce soit dans le domaine de l'écriture. J'écris aussi une chronique hebdomadaire pour le journal Le Droit, que vous connaissez sans doute, le journal francophone de la région de la capitale, c'est-à-dire Ottawa et Gatineau, une chronique qui porte sur tous les enjeux politiques et les enjeux francophones en Ontario. Donc c'est ça. En parlant de mon parcours, je vous ai un peu résumé donc ce qui était à ONFR, que notre mandat était vraiment la francophonie ontarienne, et pas seulement l'actualité en français. Je vais vous donner un exemple. On pourrait parler simplement de ce qu'il y a en français. Par exemple, si on parle de la crise des camionneurs, on en a parlé, mais je ne pense pas que les gens vont lire ONFR pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les manifestations à Ottawa et quelles décisions vont être prises. Donc nous, on est vraiment un média niche qui angle sur les défis des francophones. Puis là, je voyais dans les intervenants, il y avait Nathalie Vinke qui dirige avec brio la librairie Il était une fois. Par exemple, nos enjeux, ça va être justement de dire quels sont les enjeux, quels sont les défis pour les librairies en Ontario pour faire que les gens lisent en français. Ça va être vraiment notre niche qu'on va développer. Alors, aussi, très, très simplement, ce qu'on pourrait dire, oui, ONFR, donc c'est un média qui a été créé en 2015, qui perdure en 2022. Notre objectif, c'est vraiment d'être à l'écoute de tous les Franco-Ontariens, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur identité. Je sais qu'il y a beaucoup de Franco-Ontariens qui sont issus de l'immigration comme moi, qui sont issus des communautés ethno-culturelles. Donc, vraiment, on cherche à les représenter, souvent à parler ça peut être des défis des Marocains, des défis des Camerounais, par exemple, qui sont nouvel arrivants et qui vivent en Ontario. Donc, c'est vraiment à l'écoute de cette population. On sait, par exemple, qu'il y a environ plus de 20% des francophones de l'Ontario qui sont nés en dehors du Canada. Donc, on veut vraiment représenter tout le monde et on reste à l'écoute à ONFR+. Et puis, je vous invite à aller sur notre site web. Ça, c'est notre principale plateforme de diffusion, le site web ONFR+. Vous pouvez le trouver facilement dans Google. On est aussi présent sur Facebook. On a environ 20 000 followers sur Instagram et aussi sur Twitter. Donc, on essaye vraiment de développer ça de partout. Dans une seconde partie, je ne sais pas s'il y en a qui sont attirés par le métier de journalisme. Je sais que c'est un métier qui fait souvent rêver. On imagine souvent, quand on regarde les séries américaines ou les films américains, des salles de rédaction bondées, où il y a des bips de partout, où les gens grouillent de partout. C'est pas tout à fait ça. C'est un métier qui est beaucoup, où il y a quand même pas mal de précarité. C'est pas toujours les bureaux au 14e étage avec des vues panoramiques et puis des gens en costume, cravate, tous bien habillés qui font des enquêtes. Le journalisme, quand on débute dedans, c'est beaucoup de précarité, donc pas souvent des gros salaires. Ça demande beaucoup de persévérance et de patience pour éventuellement avoir
je dirais, c'est ce privilège aussi d'enquêter, ce privilège peut-être d'avoir des positions un peu plus enviables, mais ça vaut la peine, ça vaut le coup. Moi, c'est un métier que j'aime beaucoup, même si je suis passé producteur en 2021, qui est un peu différent de journaliste. Maintenant, je chapeaute une équipe de journalistes, mais les médias en général sont vraiment un métier passionnant. Le conseil peut-être que j'ai à donner, si certains d'entre vous veulent être journalistes, je pense que la première qualité d'un journaliste, c'est pas forcément de bien passer à la télévision, comme on peut l'entendre parfois d'arguments qu'on a sur le domaine de la télévision. C'est pas seulement non plus de bien écrire, oh, bah, t'écris bien, tu peux être journaliste. C'est beaucoup plus complexe que ça. Un bon journaliste, selon moi, c'est quelqu'un qui sait aussi, qui fait preuve de modestie, puis qui sait s'effacer devant l'information. Je suis toujours surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être chroniqueurs avant d'être journalistes. Ah, j'ai envie d'écrire ma chronique, j'ai envie d'avoir ma page de blog, j'ai envie de dire mon opinion, mon opinion, mon opinion. Un journaliste, à la base, il ne dit pas son opinion, il rapporte des faits qui sont clairs, qui sont précis. Donc ça, c'est le premier devoir d'un journaliste, c'est un devoir de neutralité, d'intégrité et un devoir finalement de transmettre une information, une communication. Ça n'empêche pas que chaque article ou chaque reportage est anglais, qu'il y a quand même un angle, mais il faut rapporter avec précision les paroles et avec neutralité les paroles des intervenants. Ça n'empêche pas qu'un journaliste, avec une expertise, avec une connaissance, peut après devenir chroniqueur. Mais je déconseille vraiment aux gens d'être chroniqueurs et d'avoir un avis sur tout avant d'apprendre les faits, avant d'avoir un savoir, avant d'avoir une pratique. Ça, pour moi, c'est primordial. La seconde qualité du journaliste, pour moi, en 2022, c'est en plus de la rigueur et de l'intégrité dont je vous parlais, c'est la réactivité. Je suppose que vous, la plupart, là, derrière vos écrans, et peut-être en ce moment, vous êtes sur Instagram, sur Twitter, à regarder ce qui se passe, à regarder les Insta-stories de vos amis. Ah bah tiens, ça c'est intéressant. On vit dans un monde de l'instantané. Tout est rapide, tout se fait rapidement. On n'est plus en 1995 où lorsque vous vouliez avoir vos nouvelles, vous deviez, par exemple, acheter le journal le lendemain matin, et là, vous aviez les nouvelles de la veille, votre journal imprimé. Internet il y a une révolution véritablement. Maintenant, il faut être instantané, et je le dis souvent à mon équipe, lorsqu'une nouvelle arrive, supposons que, je vous donne un exemple, le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, démissionne tout de suite dans 2 minutes. Là, on veut tout de suite qu'il y ait quelque chose qui sorte sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Instagram, un article dans la demi-heure qui vient avec la mention plus de détails à venir à la fin. C'est ça aussi être journaliste en 2022, c'est ne plus attendre 3-4 heures pour écrire un article et puis tout simplement se dire j'ai fait mon travail. C'est aussi être ultra disponible, être ultra réactif. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire que, en tant que lecteur, vous allez peut-être, vous, être plus tenté d'aller, je ne sais pas, sur un média parce que vous avez l'impression qu'ils vous interpellent ou qu'ils sont réactifs, que d'aller sur un autre média qui va vous parler de l'actualité il y a 3 jours en arrière. Donc, c'est vraiment ça, disponibilité, réactivité. Et ça aussi, puis on a envie d'avoir des journalistes qui sont au fait des médias sociaux. Quand je dis au fait des médias sociaux, c'est qu'ils savent s'en servir. Les médias sociaux, c'est pas seulement mettre son plat de cuisine et puis la photo de son chien. C'est beaucoup plus complexe que ça pour un journaliste. C'est de donner une information en temps voulu, une information exacte. Et les médias sociaux, que ce soit Twitter, Facebook et de plus en plus Instagram, et maintenant on a aussi TikTok, ils peuvent nous donner une information immédiate, une information rigoureuse qui va vraiment être pertinente pour vous tous, pour les lecteurs. Donc, c'est ça qu'on cherche. Le journaliste de 2022 n'est pas celui de 2015 et le journaliste de 2030 sera encore différent de celui de 2022. C'est un métier, je vous parlais tout à l'heure de modestie, où il faut vraiment être modeste, mais il faut tout le temps se bousculer un peu nos préjugés.
Et là, on se demande, est-ce que ONFR doit avoir un TikTok? Oui, non, sûrement. Comment on va faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres médias sociaux qui sont en train de se développer, sur lesquels il faudra un jour embrayer parce que ça va devenir la norme? C'est toutes ces questions qu'on essaye de se poser. Un journaliste, pour moi, qui est là, qui fait ses articles, mais qui n'est pas au fait de ce qui se passe, pas au fait de sa communauté, c'est très encombrant, ça peut être très pénalisant. Un dernier aspect pour moi qui est primordial dans le métier de journaliste, c'est d'être à l'écoute de tous et de tout le monde. Puis on sait des fois, on a des intervenants qui vont nous enthousiasmer, qui vont avoir des grandes idées, de changer le monde. Et puis il y a des intervenants dont on ne va pas être toujours d'accord avec les idées. Ces idées vont nous sembler peut-être non progressistes ou peut-être en décalage avec son époque. Mais tant que la personne exprime ses idées avec respect, avec rigueur, tout le monde journalistique, la manière dont on voit le journalisme, où on va être tenté d'interroger des leaders charismatiques, des gens, on va dire, qui sont universitaires, qui ont un savoir. Mais il ne faut pas oublier monsieur et madame tout le monde, monsieur et madame tout le monde qui vont par exemple habiter dans un village éloigné, ou qui vont être des personnes qui n'ont pas forcément une voix. Je vous donne un exemple, la communauté, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, qui sont sourdes ou malentendantes, ou des personnes qui ont un déficit mental. Ces personnes-là n'ont pas des fois des leaders charismatiques ou une voix forte comme peuvent l'avoir d'autres communautés, comme par exemple la communauté francophone en Ontario là. Donc ça, c'est à nous aussi d'aller au contact de cette personne, d'être curieux et ne pas forcément attendre les communiqués de presse des leaders ou des associations qui ont on va dire les moyens financiers, les moyens humains pour nous fournir de l'information prémâchée. Il faut aller à l'écoute de tout le monde. Donc ça, c'est le défi numéro 1 des journalistes. C'est pas toujours facile, on va pas se le cacher. Le temps est compté, le temps et passe très vite. On a souvent des ressources qui sont limitées. Comme je vous dis, nous à ONFR, c'est 4 réalisateurs, 5 journalistes. On ne peut pas être partout. Puis souvent, les gens nous disent pourquoi vous n'avez pas couvert tel concert, pourquoi là, vous n'avez pas été faire une enquête. Avant d'être journaliste, on reste des humains. Donc, il faut savoir au bout d'un moment dire non, on ne peut pas être de partout. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je pense qu'il y a quand même un devoir, une passion. Si vous êtes rigoureux, si vous êtes passionné, si vous avez, on va dire, le caractère à la fois entreprenant mais modeste d'être à l'écoute des gens et modeste de ne pas vouloir donner votre opinion et de ne pas vouloir tout de suite, quand vous entrez dans une salle de rédaction, être le chroniqueur vedette, cette passion, cette rigueur et cette modestie, ça peut vous faire aller loin dans le domaine du journalisme. Et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir des portes. Je lis beaucoup de chroniques. J'aime les chroniques où il y a une expertise, ça c'est intéressant, où il y a des faits qu'on ne va pas avoir. Moi, une chronique, quelqu'un qui va me dire il faut plus de justice et puis il faut moins de violence, c'est des lieux communs. Puis il y a beaucoup de chroniques comme ça, malheureusement. C'est toujours l'expertise, la connaissance, la persévérance qui nous permettent, je pense, d'être respectés. Peut-être un dernier point. Je sais, ONFR Plus organise aussi, puis c'est ma collègue Cynthia Laure, je ne sais pas si elle est là, mais on organise un concours de journalisme justement pour avoir un peu de relève, puis pour être plus connaissant de cette jeune génération. Un concours qui s'appelle Au pied du mur. On cible les 18-22 ans essentiellement dans ce concours, où il y aura 3 volets, société, culture, actualité, 3 volets où on va dire les 18-22 ans pourront faire des productions écrites ou des productions vidéo. On a ouvert récemment la période de candidature, je pense que c'était la semaine dernière. On invite vraiment les gens à participer à ce concours ou à être intéressés par ce concours. Pour nous, c'est très, très important à TFO, et je parle sous couvert bien sûr des dirigeants de TFO, mais aussi pour ONFR+, d'avoir une relève. Et puis, je sais que c'est un grand mot, vous l'avez peut-être souvent entendu dans les écoles franco-ontariennes, la relève, la relève.
La relève, ce n'est pas seulement lever le poing et avoir un drapeau franco-ontarien, c'est aussi avoir une connaissance, une expertise et une passion vraiment pour la francophonie. Et puis qu'on puisse avoir des franco-ontariens de tous bords, de toute identité, avec un bagage culturel différent, avec une expérience différente, avec une expérience sociale différente. Tous ces franco-ontariens qui sont aujourd'hui 625 000, puis quand même, on peut se dire 625 000 franco-ontariens sur une population de 35 millions de résidents, c'est pas rien. Ça paraît petit comme ça, mais c'est pas rien. C'est qu'on compte quand même démographiquement au niveau du Canada, même si on est noyé dans une mer anglophone. Il y a quand même une histoire qui est en marche avec les franco-ontariens. Donc, je vous invite, si vous avez une envie de faire ce concours, je vous invite à suivre nos médias, à être toujours fiers de votre culture. Et puis, l'histoire est en marche pour les franco-ontariens. Puis, vous en faites partie, vous êtes tous des acteurs, on est tous dans le même bateau. Alors, allons-y, avançons. Voilà, c'est… Merci, M. Sébastien. Merci d'avoir été précis. Merci beaucoup pour d'avoir partagé vos expériences. Bon, j'ai un élément que je crois que vous n'avez pas précisé, peut-être c'est au niveau du cursus, le niveau de diplôme, le niveau de formation que on doit avoir, on peut avoir, parce que vous avez les qualités sociales, les qualités intellectuelles, mais au niveau des backgrounds universitaires ou bien c'est pas des diplômes, une formation, qu'il faut soit pour être, par exemple, un réalisateur ou un producteur contenu. Ouais, c'est ça. Je vois juste, c'est un message de Nathalie, je pense que c'est Nathalie Vinqueux, je ne sais pas, enfin bref. Votre nom était familier, merci, on vous écoute. Bah, tant mieux, moi, nous aussi, notre but, c'est d'écouter tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des questions du public ou des choses que vous voulez Oui, je viens savoir. de poser, je reprends ma question. En fait, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Oui, OK. Donc, je vous avez partagé un peu, vous avez donné des conseils au niveau des compétences sociales qu'il faut avoir pour être journaliste. Mais je voulais voir au moins le background universitaire ou bien le diplôme, la formation que vous avez eue qui était importante pour accéder à ce poste-là. Non, c'est une bonne question. En fait, j'ai été diplômé j'ai eu un master d'histoire à Paris en 2007 et par la suite, j'ai eu un diplôme d'une école de journalisme qui s'appelle l'Institut français du journalisme. Ça, c'était en 2008. Mais pour être très honnête avec vous tous, c'est plus les stages, c'est plus la pratique sur le terrain qui m'a appris le métier de journaliste. Je pense que dans certaines professions, puis beaucoup de professions, le bagage de connaissances, la théorie est très important. Ça, je suis d'accord. Mais dans le journalisme, au-delà des principes que l'on apprend à l'école, puis des techniques d'écriture, il y a aussi quelque chose dans la pratique, dans la manière d'appréhender le métier qui s'apprend beaucoup plus sur le terrain que dans les écoles. Et par exemple, bon, moi j'avais fait l'école de journalisme, mais je savais écrire, je savais faire des tournures de phrases, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais après, quand on est confronté à certains intervenants, quand on a quelqu'un en face de soi, quand on a des deadlines, quand il y a la pression, on va dire, d'une équipe de direction, quand on se retrouve aussi face à des gens, des fois, qui sont assez intimidants parce que c'est des élus, parce que ça peut être des ministres. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est seul devant son ordinateur dans une salle de classe à faire des articles. Donc 90%, je dirais quand même, de ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. Cela dit, les diplômes, c'est vraiment très intéressant. Ça nous apprend une culture générale, une ouverture d'esprit, une façon de voir le monde qui sont très importantes pour le métier de journaliste. Merci. On va revenir un peu à l'âge des jeunes qui sont actuellement en train de nous écouter. Des jeunes, comme vous l'avez dit, de la 8e, 9e, 10e, 11e, 12e année qui vous regardent. À partir de quel moment vous avez su que le métier de journaliste était le vôtre? Pas immédiatement, parce que quand je vivais en France, donc, comme je vous l'ai dit, j'étais à l'université. Et à l'université, il y avait 3 métiers qui se destinaient quand on fait des études d'histoire. Il y avait professeur, mais
les places de professeurs à l'université, elles se comptent sur les doigts de la main. Il y a quand même peu de débouchés. Il y avait la possibilité d'être enseignant, mais ce n'est pas un métier qui forcément m'attirait. Je ne pensais pas avoir toutes les qualités. Il y avait la possibilité, c'était la deuxième, de travailler dans l'administration, de travailler ce qu'on appelle au Canada pour le gouvernement. Mais là encore, je n'avais pas un attrait forcément pour ça. Et puis, il y avait un dernier métier, c'était celui de journaliste. Mais j'avais une impression que être journaliste, c'était pour une certaine élite sociale. Ce n'était pas un métier qui était fait pour moi. Donc, bon, ce n'était pas la peine d'y penser. Mais je me suis quand même lancé. Puis, j'ai fait un stage dans un journal près de chez moi qui s'appelle le Dauphiné Libéré. Ça, c'était en 2006. Et ça m'a beaucoup plu. Je suis tombé vraiment en amour avec ce métier. Et c'est la raison pour laquelle, après, j'ai décidé de faire immédiatement une école de journalisme. Bien que j'avais 23 ans, j'étais quand même plus proche de la fin que du début des études. Et raison pour laquelle aussi j'ai fait beaucoup de stages dans différentes rédactions pour apprendre un peu, pour un peu embellir mon CV. Et lorsque je suis arrivé au Canada en 2009, cette expérience acquise dans différentes rédactions, avec ses bons points, des fois c'est les échecs qu'on peut subir, parce qu'on est quand même bousculé dans nos certitudes. Et puis le fait d'avoir plus de lignes sur mon CV, ça m'a quand même servi, même si j'ai remarqué au Canada, puis on va plus être jugé sur l'expérience, c'est-à-dire tu sais faire ça, prouve-le nous, tu as 3 mois pour nous le prouver, puis si ça se passe bien, on te donne ta permanence. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais oui, les écoles sont très utiles, mais c'est vraiment la pratique sur le terrain qui va déterminer si vous êtes fait ou si vous n'êtes pas fait pour ce métier. Merci. Merci. Je vais revenir. Bon, j'ai une question de SBE. Y a-t-il des écoles spécialisées de journalisme au Canada? Oui, beaucoup. Alors, ça dépend si vous voulez étudier en anglais ou en français, SBE. On va dire, si vous voulez, je vais parler de ce que je connais, en tout cas en français en Ontario, il y a le programme à l'Université d'Ottawa, qui est un programme quand même réputé, et il y a le programme à la Cité. Je pense même qu'ils ont, à la Cité à Ottawa, je pense même qu'ils ont des passerelles entre les deux programmes. Mais en tout cas, nous, si ça peut rassurer SBE, on avait engagé en stage, ça c'était en 2018, une personne qui avait 18 ans et qui venait de l'Université d'Ottawa, qui voulait faire un stage à ONFR. Il m'a dit oui, venez. Forcément, dans son stage, ça s'était bien passé, il y avait des lacunes. On avait ouvert un poste en 2020 et puis lui, il avait appliqué, il a eu le poste. Il est parti être journaliste à ONFR pour Sudbury. J'ai juste oublié de préciser dans ma présentation, des 5 journalistes qu'on a, il y en a 2 à Ottawa, 2 à Toronto et 1 à Sudbury. Donc, lui, il a été journaliste à Sudbury pendant 1 an. Il s'appelle Pascal Vachon. Et dernièrement, on a ouvert notre poste, qui est considéré des fois comme notre poste le plus prestigieux, qui est journaliste à la Chambre des communes, donc sur la colline, où là, il côtoie tous les journalistes les plus importants du pays. Et on a un poste à ONFR, journaliste aux langues officielles à la Chambre des communes. Il a appliqué, il est très brillant, parce qu'il a eu le poste à 22 ans. Donc, c'est ce que je vous dis. Si vous étudiez, si vous êtes persévérant, ça peut aller quand même très vite et vous pouvez vraiment faire des articles qui vont vous intéresser. Pascal, notre journaliste, est passionné par la politique. Donc là, il peut aller à des conférences où il y a Justin Trudeau en face de lui, où il y a des Jack Meeting, à rapporter ses informations, même si nous, comme je vous l'ai dit, c'est les langues officielles. Mais quand même, si vous avez la passion, si vous avez la volonté, vous pouvez aller très loin. Le tout, puis je vous le dis à tous, c'est de jamais brûler les étapes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vais être chroniqueur, je vais écrire ma chronique dans Radio-Canada, le droit. Non. D'abord, concentrez-vous, chaque étape franchie. Et c'est après, à force d'acquérir une crédibilité, une expertise, que là, vous pouvez sans doute avoir des opportunités qui vont arriver. Merci. J'espère que SBE est satisfait de la réponse. S'il y a encore des questions, des éléments à éclaircir, je peux poser la question. OK, il dit merci. Et donc, ma question maintenant revient sur le poste de producteur contenu. Je ne sais pas si c'est producteur de contenu ou producteur Producteur des contenus, oui, producteur en fait. Producteur contenu. Parce que quand je lis, je vois producteur, je peux définir, je vois contenu, je peux définir, mais le poste, je ne le vois pas. Vous m'expliquer, par exemple, qu'est-ce qu'il fait exactement?
Alors, ouais, et c'est un poste qui, dans la nomenclature, enfin, s'appelle producteur. En fait, ça pourrait être chef du média ONFR, c'est-à-dire que je suis responsable de la production écrite, à savoir les articles, de la production vidéo, qui peuvent être les reportages ou les contenus sur les médias sociaux, les contenus Instagram, Facebook, Twitter. Donc, je suis responsable d'une équipe de 15 personnes. On appelle producteur parce que c'est un terme que TFO a gardé, puis je le comprends. Avant, les producteurs, c'est ce que je vous dis, le journalisme a changé. TFO, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des émissions qui étaient diffusées de manière hebdomadaire, tous les jours. Maintenant, on mise beaucoup de nos programmes sur les médias sociaux. Ce que je veux dire, c'est par exemple, au lieu de faire une entrevue, allez, je ne sais pas, je viens, Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones, au lieu de la faire dans une entrevue une entrevue où ça va passer à la télévision. Là, on va faire des Facebook Live, c'est-à-dire qu'on va, l'entrevue va être en direct Facebook Live. Tout le monde va pouvoir interagir, lui poser des questions. Puis, c'est que ça a évolué. Le métier a évolué, la façon dont on retransmet les émissions a évolué. Et donc, oui, je comprends l'appellation producteur, mais moi, je dirais plutôt responsable du média. Donc, moi, mon but, ma journée, c'est vraiment déjà d'assurer une relation avec tous les départements de TFO, parce qu'il n'y a pas qu'ONFR, Mini TFO et Flip. Il y a aussi le département graphisme, il y a aussi le département marketing, il y a aussi le département euh, des médias sociaux. Donc, moi, je suis le porte-voix de ONFR, donc j'établis la bonne relation avec tous les départements de TFO. Par exemple, quand on a besoin de graphisme pour tel ou tel reportage, quand on a besoin d'une campagne de financement ou une campagne de marketing pour tel produit. Là, je l'évoquais tout à l'heure, le concours C'est quoi ton scoop? Donc, c'est ça que je fais. Il y a aussi tout le travail de partenariat. Là, on aimerait avoir des partenariats plus développés avec d'autres médias, avec le droit, Unique FM. Comment on fait? Donc, ça, c'est aussi mon but de producteur, tout en faisant confiance aux réalisateurs et aux journalistes qui ont la main dans le contenu. Moi, c'est vraiment d'essayer de propulser ONFR. Là, par exemple, on a eu, petit scoop, hein, j'ai eu le feu vert de la direction pour aller de l'avant avec 3 chroniqueurs. Donc, on va avoir 3 chroniqueurs qui, les samedis, vont faire des chroniques qui vont être publiées. Rim Benbera, Diego Elizondo et l'autrice Monia Mazig. Donc, c'est aussi de trouver toujours des idées qui interpellent et puis aussi toujours être à la pointe et d'essayer de voir les nouvelles tendances qui se dégagent sur les médias sociaux pour intéresser. Ça, c'est le but du producteur. Donc, c'est oui, la gestion humaine, la gestion avec les autres services à TFO, la gestion avec la communication extérieure, comme je le fais aujourd'hui avec vous. Mais il y a toute ce souci, je dirais, parce que c'est un défi de toujours se dire, ah, est-ce qu'on est bien compris? Est-ce qu'on arrive à être à la page? Là, vous me direz, je ne vous vois pas. Donc, mais si j'arrive à midi, qu'on va se terminer la conférence, vous vous dites, bah, finalement, là, la conférence de truc, là, Sébastien Pirot, ouais, j'y allais, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'était intéressant, il nous a quand même un peu captivés. C'est ça qu'on veut, c'est captiver les gens, faire que les gens nous trouvent, à défaut de qu'ils nous soient fidèles, nous trouvent intéressants et qu'on arrive à avoir leur attention et leur transmettre notre passion, puis cette passion aussi de la francophonie. OK, merci. Merci. Et là aussi, il y a une autre question. Est-ce que ça veut dire que vous donnez la ligne directive des contenus ou c'est le journaliste qui la définisse? C'est une très bonne question. En fait, le producteur donne la ligne éditoriale. Nous, notre ligne éditoriale, ça va être la francophonie. Mais par exemple, si je vois il y a un chef des journalistes qui est Rudy Chaban, il y a aussi un chef des réalisateurs, et donc ces 2 personnes travaillent main dans la main. Mais si je vois qu'il y a un manque, donc moi, en tant que producteur, je peux intervenir en disant au premier rédacteur, donc au rédacteur en chef, à Rudy, écoute, là, il faudrait y aller plus sur la crise des camionneurs, où je vous rappelle que notre mandat, c'est aussi d'être plus présent dans le Nord. Là, on n'est pas assez présent. Donc, moi, je suis garant en fait d'une ligne éditoriale, la francophonie, mais toute la francophonie. Et puis, si je vois un manque, ça peut arriver, j'interviens. C'est ça aussi. Pour moi, depuis 2015, la ligne qu'on a, ça a toujours été de faire de l'info pour les francophones de l'Ontario et non plus de l'info en français. Et puis, j'ai beaucoup de médias avant, je ne vais pas les citer, mais ils faisaient de l'info en français. Mais avec la révolution numérique, la révolution Internet,
que vous soyez à Toronto, que vous soyez à Paris, c'est la même information que vous pouvez lire en temps voulu en français. Donc, il faut que ONFR se démarque et en faisant de l'information qui va encore une fois interpeller les enseignants franco-ontariens, qui va interpeller la communauté marocaine de l'Ontario. C'est ça qu'on cherche, qui va interpeller vous, les jeunes, peut-être sur les défis qui sont liés à l'insécurité linguistique dans les écoles. Je sais, parler en français, c'est pas toujours facile, on a peur. Par exemple, les pronoms, je sais que c'est un défi qui est dans les écoles, que les enseignants respectent les pronoms. Là, peut-être, je vous en parle, vous vous dites, ah oui, là, c'est vrai, ça nous dit quelque chose. Mais c'est ça qu'on essaye toujours, c'est d'être garant de cette ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est vraiment d'être à l'écoute de tous, et pas seulement des politiciens et des universitaires. Merci, merci beaucoup. Et là, aujourd'hui, encore, on a la chance d'avoir vous comme producteur de contenu, mais vous avez aussi été réalisateur. Donc, souvent, quand on regarde, par exemple, les productions à la télévision, soit avant ou bien à la fin, on voit déjà défiler réalisateurs, producteurs et ainsi de suite. Donc, dites-nous aujourd'hui, c'est quoi un réalisateur? Qu'est-ce que vous faisiez en tant que réalisateur? Les réalisateurs, alors eux, c'est vraiment le contenu vidéo. Et je vous dirais même plus, des fois le contenu sur les médias sociaux. C'est le contenu qui est non écrit, en fait. Un réalisateur va s'occuper du contenu vidéo, mais ça peut être aussi, par exemple, des carousels d'images sur Instagram ou des Insta Stories. Là, ça va être quand même du contenu qui est plus médias sociaux, mais qui va être entre la rédaction et la vidéo. Donc, le réalisateur va quand même s'en charger. Donc, oui, réalisateur, contenu vidéo, c'est très différent du métier de journaliste. Un journaliste, qu'est-ce qu'il a besoin pour écrire un article? C'est d'un fichier Word, concrètement, d'une connexion Internet, et puis d'avoir un ou deux intervenants. Il y va, 1 heure, 2 heures, l'article est écrit, le rédacteur en chef vérifie et il le valide, l'article est en ligne. Très bien. La réalisation et de réalisateur, on ne fait pas une vidéo comme on fait un article. C'est beaucoup plus long, le processus est beaucoup plus long. Il faut, déjà, pour filmer des images, on dit par exemple 1 minute d'image, c'est 1 heure de tournage. Donc, un reportage, ça se prépare à l'avance. Il faut aller sur le terrain, il faut avoir les intervenants, il faut filmer. Et puis après, quand le caméraman il rentre avec sa caméra à TFO, c'est pas… ça ne s'arrête pas là. L'étape n'est pas de dire cool, on a les images, voilà. Il y a ce qu'on appelle le montage qui va être supervisé par le réalisateur. Le réalisateur travaille avec un monteur. Le réalisateur va dire ses besoins au monteur. Là, j'aimerais par exemple un plan un peu plus flou. Là, j'aimerais que tu assembles ces 2 images. Là, j'aimerais que tu insistes sur plus de son. Et donc, ça prend plusieurs jours. Ce qu'on essaye en ce moment, puis ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la réactivité, c'est d'avoir des réalisateurs qui arrivent à avoir les moyens, les opportunités d'avoir beaucoup plus d'outils qui sont rapides. Là, ça paraît rien, mais l'autre fois, par exemple, vous l'avez peut-être vu, Karim Ouellet est décédé. Malheureusement, c'était au mois de janvier. On voulait faire une vidéo, mais comment faire une vidéo rapide en 2 jours de Karim Ouellet? Donc, on a été chercher les réactions d'artistes franco-ontariens, je pense à l'ER, il y avait Kinya, il y avait d'autres artistes. Ça nous a pris 2 jours. Mais là, c'est tout un travail de coordination, un travail de montage sur lequel on doit vraiment mettre l'accent. Donc, c'est ça les défis aussi pour les réalisateurs en 2022, c'est de fournir un contenu rapide le plus qu'on peut. Donc, c'est ça. On essaye de plus en plus d'être dans cette voie-là. Mais donc, il y a une différence, oui, réalisateur, vidéo et journaliste l'écrit, puis avec on va dire, des univers complètement différents en termes de production. Merci. Là, maintenant, on va parler des métiers connexes. Parce que vous avez parlé de richessistes, de chroniqueurs, et puis de coordonnateurs. Ouais. Gestionnaire de communauté, c'est ça? Gestionnaire de communauté. Gestionnaire de communauté. Alors, voilà. Oui. On peut en parler, ouais, gestionnaire de communauté. Oui. C'est un mot qui n'existait pas il y a encore 10 ans, gestionnaire de communauté. On me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et avec l'avènement de Facebook, de Twitter et d'Instagram, c'est devenu hyper important d'avoir des gestionnaires de communauté. Nous, on en a une à temps plein dans l'équipe d'ONFR+. Concrètement, le gestionnaire de communauté, c'est lui qui est responsable
il n'est pas responsable de la partie éditoriale, mais il est responsable de mettre en valeur les contenus vidéo et les contenus rédactionnels sur les médias sociaux. Alors, je vais vous donner un exemple, puis je suis sûr que vous tous, là, dans votre journée, il y a toujours un moment où vous allez mettre quelque chose sur Instagram ou sur Facebook. Mais le truc, ce n'est pas seulement de mettre un lien et puis de dire voilà le lien, lisez tous. C'est aussi que ça soit beau. Puis même un contenu Instagram, quand on fait, ça peut être je vous donne l'exemple, un événement dans une école franco-ontarienne, une levée de drapeau. C'est pas seulement mettre la photo du lever de drapeau, c'est aussi comment la rendre attrayante, comment la rendre consommable pour vous. Donc ça, c'est tout le travail du gestionnaire de communauté qui va être chargé de mettre en valeur nos produits, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, de faire qu'ils vont, c'est peut-être la 12e fois que j'emploie ce mot depuis le début, là, mais de vous interpeller. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi, bien sûr, dans le gestionnaire de communauté, un travail de modération. On ne reçoit pas toujours des commentaires gentils sur les médias sociaux. Donc, le gestionnaire de communauté, des fois, est chargé un peu de regarder, de faire un travail de modération des commentaires qui sont faits, de s'assurer qu'ils soient toujours dans le respect. Le gestionnaire de communauté peut donner son avis pour la création de contenu. Encore une fois, sur Instagram, nous dire, voilà, là, ça sera un bon contenu visuel à utiliser pour telle ou telle image. À nous rappeler, par exemple, qui sont les influenceurs. Il y a des influenceurs dans la communauté. Il y a des gens qui ont 50 followers et il y a des gens qui en ont 13 000. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant des fois sur Instagram d'aller taguer, d'être partagé par quelqu'un qui est vu. Ça nous permet un meilleur trafic, une meilleure visibilité. Et ça, c'est vraiment le rôle du gestionnaire de communauté. Là, vous en faites référence, mais c'est intéressant parce que ça, je vous disais que les médias se transforment en permanence, qu'il faut s'adapter. Il y a 10 ans, personne n'aurait eu l'idée d'avoir un gestionnaire de communauté dans son équipe de journalisme. Aujourd'hui, c'est une nécessité. On ne peut pas travailler sans avoir ce souci de mettre nos produits en valeur sur les médias sociaux. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, puis on a les statistiques d'ONFR+, la majorité de nos produits, ce n'est pas en cliquant sur le site que les gens nous trouvent, c'est en nous trouvant sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, d'où la nécessité du gestionnaire de communauté. Aussi, le richessiste, bon là, vous avez un peu expliqué. Le chroniqueur. Les chroniqueurs, ouais, ils ne sont pas salariés d'ONFR, les chroniqueurs, ils sont contractuels, donc ils vont recevoir un petit salaire, mais eux, c'est vraiment des contractuels, ils ne font pas partie de l'équipe d'ONFR. J'ai eu l'idée d'en prendre parce que je pense que ça peut nous donner plus de résonance. Je répète, Diego Elizondo, qui est un spécialiste du patrimoine franco-ontarien, Rim Benbera, qui est on va dire une franco-ontarienne immigrante qui est très impliquée dans les mouvements LGBTQ. Elle avait d'ailleurs été, je pense, la vice-présidente de Franco Queer. Donc, elle va nous donner une perspective de son parcours. Et on aura aussi Monia Mazig, autrice d'origine tunisienne, établie au Canada depuis des années et des années, militante pour les droits de l'homme, féministe convaincue, qui, elle, va nous faire des chroniques littéraires. Donc, ils sont à part, ils ne sont pas dans l'équipe d'ONFR, mais ils vont être chargés de nous donner du contenu pertinent le samedi. Et on espère que ça va créer de l'engouement, ça va créer de l'engagement. Okay. Donc, je dis à chacun, c'est que celui qui a une question à poser, il peut la poser maintenant. Nous sommes à 8 minutes. Je vais demander à notre animateur, quels sont les conseils que vous pouvez donner en temps la fin de l'émission. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes-là quant au choix de leur carrière? De carrière dans le journalisme? Non, en général. En général. Oh, dans la vie en général? En général. Oh, c'est une question philosophique. Mais je dirais, le but, dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, de croire en ses rêves, de mener sa propre vie, mais surtout de le faire toujours avec un plan rigoureux. Si vous voulez être, je ne sais pas, pilote de Formule 1, joueur de soccer, acteur, très bien. Très bien, il faut vivre ses rêves, mais faites-le avec un plan très rigoureux, un plan qui va vous permettre
même si vous échouez, même si vous n'atteignez pas la Lune, les étoiles, d'être déjà sur la Lune, ce qui est pas mal. Donc, c'est ça. Même si vous n'allez peut-être pas atteindre votre but suprême, mais au moins de travailler dans ce que vous aimez. On ne va pas tous être Leonardo DiCaprio ou Jennifer Lawrence, mais peut-être qu'on va travailler dans le métier qu'on aime, qui est le cinéma, qu'on va être accessoiriste, qu'on va être chroniqueur cinéma. Donc, on va toujours se rapprocher quelque part de ce qu'on veut, et c'est d'avoir la passion. Le truc le plus pénible, et je vous le dis, c'est de se lever le matin en se disant « Oh, je n'ai pas envie d'aller au travail, c'est 9 heures », ou peut-être certains d'entre vous se disent ouais, « Je n'ai pas envie d'aller à l'école », peut-être certains d'entre vous se disent ouais, « Je n'ai pas très envie d'aller à la conférence là, de 11 heures ». Non, il faut faire, dans la vie, il faut avoir envie de se lever le matin. Et si vous faites ce que vous aimez, si vous êtes entouré des personnes que vous aimez, la vie sera beaucoup plus facile. Donc, allez là où vous, pour ce que vous êtes fait, non pas pour ce qu'on vous dit de faire alors que vous n'avez pas envie. Si on vous dit de travailler pour le gouvernement parce qu'il y a une sécurité de l'emploi, parce que c'est bien, si vous n'avez pas envie de le faire, n'y allez pas. Et je pense de plus en plus, quand j'écoute les nouvelles générations, on est de plus en plus dans un rapport au travail qui est un rapport plus de plaisir, de faire ce qu'on aime, qu'un rapport d'argent. Donc c'est important, faire ce qu'on aime, vivre de ce qu'on aime. Et la vie, c'est tellement plus facile quand on est content de se lever le matin que lorsqu'on regarde sa montre toute la journée en disant vivement que ça se termine. Grand merci pour ces conseils. Merci pour toutes ces informations à propos du métier de producteur continu, du métier de réalisateur et d'autres métiers comme coordinateur, gestionnaire de communauté et journaliste. Merci beaucoup. J'espère que nos élèves, les parents d'élèves ont entendu et ils vont se servir de vos conseils, de vos expériences et puis bon, s'organiser, comme vous l'avez dit, s'organiser et puis faire un choix de carrière approprié. Donc, je vous remercie. C'est vraiment la fin de notre webinaire. Et donc, si vous avez des derniers mots pour le dire, puis bon, en quel cas, bon, on met fin au webinaire. C'est moi qui vous remercie. Puis encore une fois, soyez passionnés, trouvez votre passion. Puis une fois que vous l'avez, vivez-la à fond. Et c'est tout ce que, si vous devez retenir quelque chose de cette 1 heure de conférence, puis j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, retenez simplement ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.